LGDV, la guerre des vieux. Épisode 11 du livre 2. Jour 122, enfin la vérité. À l'épilogue de ce livre audio illustré. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Bonne écoute et réflexion à vous. Jour 122. Enfin la vérité. Ils sont revenus à 6h du matin dans ma chambre. Olivier et Natalia sont réapparus exténués, fatigués de leur nuit de travail. Apparemment, des personnes ont ôté la vie du médecin que j'appelais le traître, l'économiste. Henri si vous préférez. Ce geste violent et gratuit reste inexpliqué. Comment peut-on tuer quelqu'un qui sauve des vies, qui plus est un médecin ? À cause de cette coupure électrique généralisée, la situation est devenue incontrôlable à l'extérieur et des blessés arrivent nombreux. Certains n'hésitent pas à faire usage de la force afin d'être soignés en priorité. Éclairé d'une bougie quasiment consumée par une longue soirée mouvementée, Olivier m'a tout raconté en la présence de Natalia. J'ai fait un arrêt cardiaque en apprenant que le gouvernement avait voté pour une loi permettant au pays de réaliser des économies en mettant en place la loi E70. Cette dernière vise donc bien à supprimer toute personne ayant 70 ans ou plus à l'entrée en vigueur de cette loi en 2032. Je ne suis pas fou. Cette loi existe, et elle n'est pas le fruit de mon imagination. Mon tatouage sur le bras l'atteste. Je suis marqué comme un animal. C'est mon infirmière grecque qui me donne mon traitement pour la schizophrénie, qui m'a retrouvé gisant à même le sol. J'ai rapidement été pris en charge par le SAMU, et Olivier, que je nomme mon bras gauche, a prématurément compris que mon coma et ma schizophrénie ne faisaient pas bon ménage. Tel un somnambule, je bougeais ma main droite. Je semblais vouloir écrire quelque chose. De par sa jeune expérience, c'est la première fois qu'il voit un sujet comme moi dans le coma se réveiller la nuit et écrire, qui plus est avec la main droite alors que je suis gaucher. Mon autre moi voulait que je vive. Il a créé une histoire dans ma tête me permettant de demeurer vivant. Un soir, j'ai même failli étrangler mon voisin de chambre, Amine. Le médecin m'a expliqué que souvent les schizophrènes pensent que leur dialogue intérieur, aussi appelé inner speech, ne vient pas d'eux. Ils ne comprennent pas que cette voix existe en chacun de nous. Des personnes, malades comme moi, pensent qu'elle vient de l'extérieur. Si vous ne comprenez pas ce que je veux exprimer, écoutez-vous parler. Il y a plusieurs pensées, les pensées volontaires et involontaires. Quand je pense une action, elle est volontaire. Je suis dans l'instant présent. Quand ma pensée se projette dans le passé, le présent ou le futur, que je perds contact avec le moment présent, ma pensée est involontaire. Cela peut être lié à plusieurs facteurs. Mon environnement, des pensées négatives, un élément perturbateur. C'est une sorte de transe dans laquelle mon esprit divague. Ce dialogue intérieur peut être mieux maîtrisé en apprenant à mieux se connaître. Encore faut-il se rendre compte que tout le monde se parle à soi-même. C'est cette même voix qui vous dit d'arrêter de courir lorsque vous êtes en souffrance. Elle peut aussi vous pousser à continuer à endurer le supplice d'une pente trop raide pour vos jambes ou votre cœur. Tout dépend comment vous apprivoisez cette voix intérieure. Peut-être qu'en ce moment, en lisant ces lignes, un monologue intérieur a lieu dans votre tête. Peu importe ce que vous pensez, personne ne peut véritablement savoir ce qu'il se passe dans votre tête. Olivier, interne dans cet hôpital, m'expliqua que je ne suis pas resté dans le coma pendant tous ces mois. J'étais en état de conscience minimale, aussi appelé état possi-relationnel. C'est ce qui m'a permis d'écrire mon manuscrit. Mon journal n'est pas aussi long que mes jours passés dans mon lit pour la raison suivante. Je n'écrivais pas tous les jours. J'ai à mon tour exprimé ce que j'ai ressenti avant de me réveiller. Le fait de quitter mon corps lors de l'attaque d'un site électrique et de me voir vivre la scène d'en haut, comme si mon esprit planait au-dessus de mon corps et celui des autres. J'ai aussi raconté mon rêve de la veille. Celui de la vieille dame qui m'attendait pour traverser la rivière et pour rejoindre cette lumière blanche hypnotisante. Pour cette interne en médecine, j'ai connu une EMI, expérience de mort imminente, causée par l'arrêt brutal de mon assistance respiratoire. Fort heureusement, ce choc, cette coupure électrique soudaine m'a réveillé. Mon voisin de chambre, Amine, a eu moins de chance que moi. Quoique, vu la situation extérieure de blackout et l'application future de la loi E70, Amine avait eu une mort plus sereine que celle qui m'attendait. Ce que l'interne ne comprend pas, c'est comment j'ai pu vivre une EMI de par mon âge. Généralement, plus vous êtes âgé,
Moi, vous êtes soumis à ce genre d'expérience. Je suis complètement déboussolé et Olivier m'explique que c'est normal, que ce que j'ai vécu me permet difficilement de revenir à la réalité de ce monde. Il a fini notre échange en me disant que je devais me reposer, que si mon état se stabilise, je serai bientôt sorti. La bougie a fini par s'éteindre pendant que le jour se levait. Avant qu'il quitte ma chambre, j'ai demandé à avoir accès à mon dossier médical. Je ne sais pas si j'ai le droit de le consulter ou pas, mais ils m'ont promis de me laisser y avoir accès très prochainement. J'ai justifié la lecture du document pour pouvoir faire le distinguo entre le vrai et le faux. Olivier a hoché la tête me faisant comprendre qu'il approuvait mon idée. Jour 125. Visite de la vieille. Je ne sais pas si je dormais ou si je rêvais, mais quand Natalia est entrée dans ma chambre, la vieille dame de la rivière était assise en face de moi. J'ai demandé à la soignante si je ne rêvais pas, si cette femme était bien assise à mes côtés. Elle a répondu par la positive. Sans tarder, l'infirmière a accompagné cette vieille femme dans sa chambre. Cette dernière bavait sur ses propres vêtements. Quand Natalia est réapparue dans ma chambre, elle m'a dit que je venais de dormir 72 heures. J'ai eu de la fièvre. Elle pense que mon cerveau est en train de faire le tri, le ménage. Cette fois-ci, je n'ai pas raconté ce que j'ai vécu ou rêvé pendant ces 3 jours. Ce que je n'ai pas avoué à Natalia, c'est que la vieille dame était revenue avec son sourire figé. Elle avait été présente physiquement à mes côtés. Elle m'avait parlé durant ces 72 heures. Elle était de nouveau apparue pour hanter mes nuits. J'avais peur qu'elle soit venue me chercher de force afin de me traîner de l'autre côté de la rivière. J'étais comme paralysé, obligé d'écouter ses paroles. Elle m'avait avoué vouloir me faire une confidence. La vieille dame m'a demandé si je voulais savoir ce qu'il se passe après la mort. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'ai eu le droit à son explication, ou du moins, elle m'a fait part de sa version. Une autre vie après la mort. Elle commença par me dire que mon ange, mon esprit, me protège depuis des années, qu'il fait tout son possible pour me retrouver. Quand j'ai demandé de qui elle me parlait, elle me traita d'idiot. Elle a continué son discours. D'après cette femme, d'un âge très avancé, sur Terre, il existe 2 mondes. Celui des humains et celui des esprits. Chaque humain possède un esprit. Ce dernier peut nous voir, nous parler, mais nous ne pouvons pas l'apercevoir. Les esprits sont invisibles à l'œil nu. Ils vivent dans un univers parallèle. Ces anges passent par nos pensées pour influencer nos choix. C'est la fameuse voix intérieure que nous entendons tous dans notre tête. Toujours d'après elle, mon esprit n'arrivait pas à s'associer à mon corps, à ma conscience, jusqu'à très récemment. Cela serait lié à mon traumatisme de guerre passée, la fumette d'opiacés et ma schizophrénie. C'est mon coma qui aurait enfin permis cette nouvelle association entre mon esprit et moi-même. D'après la vieille dame, ma schizophrénie a comme disparu et maintenant, il fallait que j'affronte ma nouvelle vie. Elle a poursuivi sur les esprits. Ils ressemblent bien à des anges, ils ont des ailes. Quand nous mourrons, nous ne faisons plus qu'un avec eux. Les anges vivent plus longtemps que nous, et quand nous les rejoignons, nous ne faisons plus qu'un avec notre âme, et nous pouvons à notre tour observer les mortels. La vieille méchante arriva à lire dans mes pensées. Je me posais la question de savoir ce que deviennent les esprits une fois morts. Sans prendre le temps de réfléchir, elle a répondu à ma question. Ils deviennent des étoiles, mais avant leur mort, ils ne peuvent quitter ce monde, cette terre, au risque de se brûler les ailes comme Icare. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir toucher les étoiles. L'univers est infini, en pleine expansion, et tous ces anges finissent par créer une lumière, une étoile, dans l'espace lorsqu'ils meurent. Quand nous levons les yeux au ciel, nous voyons des êtres cosmiques, des esprits devenus éclats. La lumière blanche que j'ai aperçue de l'autre côté de la rivière est le passage du monde matériel, notre monde, à celui de l'invisible pour l'homme, celui des anges. Ce fameux monde parallèle. Elle m'expliqua la différence entre les animaux, les esprits et les humains. Les animaux ont les 5 sens très évolués, les esprits ont la lumière mais pas de sens, les humains possèdent les 5 sens et la lumière. Il n'est pas encore temps pour moi de passer ce fleuve, il me reste une autre mission à accomplir avant. Elle m'a avoué connaître le secret pour vivre éternellement humain. Elle ne meurt pas car elle se cache parmi les morts pour tromper la faucheuse. Personne ne connaît son âge. Elle ne possède pas de dossier médical. Elle dit avoir 128 ans. C'est son esprit sombre qui veut la maintenir en vie dans ce monde matériel et qui lui a donné cette technique. Avant d'être conduite dans cet hôpital, celle-ci se cachait dans les charniers d'animaux tout juste tués. Elle me raconte le corps encore chaud dans lequel elle se réfugiait,
puis l'odeur dégagée par ce même charnier dans lequel elle se trouvait au contact des organes. Elle affirma m'en avoir dit beaucoup ce soir et qu'il risque de venir la chercher pour la traîner de l'autre côté de la rivière. Juste avant que Natalia entre dans la chambre, elle est devenue inerte, s'est mise à baver, et elle a gardé un regard fixe vers le mur, alors que juste avant, ses yeux ne quittaient plus les miens. J'avais été comme hypnotisé par cette sorcière. Est-ce que c'était cette vieille femme ou son esprit sombre empli de feu qui m'avait parlé? Je ne le saurai jamais. Jour 126. Lecture de mon dossier médical. Elle est revenue dans ma chambre avec le sourire. Je ne parle pas de la vieille dame, je parle de Natalia. Avant de me donner mon dossier en main propre, la soignante a voulu me poser quelques questions. Elle voulait que je lui parle de son père, mon frère d'armes. Elle m'a dit que son père était mort au combat lorsqu'elle était enfant et qu'un certain Netzach avait réussi à ramener le corps sans vie de son père à la base militaire après une attaque surprise de la part de rebelles. Cela n'avait pas été le cas des autres soldats dont on n'a jamais retrouvé les dépouilles. Je lui ai tout raconté, tout dit. Je lui ai expliqué comment nous sommes tombés dans une embuscade, les tirs, le sang, les morts, civils et soldats, que j'ai dû enjamber pour me tirer vivant de ce piège. Son père est mort dans mes bras. Je n'ai pas pu le sauver. Tout ce que je savais, je lui ai relaté en détail. Elle pleurait, elle n'arrêtait pas. Elle n'en croyait pas ses oreilles. C'est à cause de ce traumatisme, à cause de ce carnage, de la perte de mes frères d'armes, que je suis devenu différent. J'avais 25 ans à l'époque. Je m'étais tourné vers les opiacés et ma maladie était apparue. Ensuite, elle m'a interrogé sur Amine, sur Anne et même Janine. Je n'ai pas su répondre à ces questions. Je ne sais pas comment je connaissais le nom de personnes présentes dans l'hôpital, sachant que j'étais dans le coma. C'était peut-être mon esprit qui avait pris possession des lieux. Apparemment, Arthur, le journaliste séquestré par Amine, était celui qui passait sur la chaîne d'information de la télévision de ma chambre de malade. Le plus étonnant pour Natalia est que je connaissais le code de son casier, le chiffre 1379. Elle m'a ensuite parlé d'Archie. Cela faisait un bout de temps que je n'avais pas entendu parler de ma moitié. J'ai pris conscience que toutes les personnes dont je parlais dans mon livre avaient existé, sauf Archie. Même Davis devait être un esprit sombre. Elle m'a dit que je me trompais sur Archie. Quand elle m'a répondu cela, un vent d'espoir, une chose bizarre m'a traversé le corps, comme si Archie était à mes côtés. Elle a fini par me tendre le document et par me souhaiter une bonne lecture. J'étais à la fois effrayé et impatient d'en savoir un peu plus sur ma vie passée. Quand j'ai demandé qui était la vieille dame présente dans ma chambre la nuit dernière, Natalia m'a signalé que c'était une personne abandonnée que l'hôpital avait recueillie pour la soigner. Cette vieille personne allait souvent rendre visite aux malades, surtout ceux qui étaient sur le point de quitter ce monde. Personne ne savait rien sur elle. Cette femme âgée n'avait aucune identité et pas de famille la réclamant. Il arrivait à celle-ci de parler des heures durant. Elle n'avait malheureusement pas toute sa tête. Quand elle disparaissait, il la retrouvait souvent cachée à la morgue. Elle déambulait dans les différents étages de l'établissement depuis quelques années déjà. Aussitôt, Natalia m'a demandé si la vieille dame m'avait importuné. J'ai répondu que non. Avant de quitter ma chambre, elle m'a signalé que de toute manière, je ne la verrais plus, car la vieille était décédée cette nuit. La vieille dame avait passé la rivière dans la nuit. Archie existe. Elle existe bel et bien. Elle est indiquée dans mon dossier médical. Son nom est écrit noir sur blanc. En fait, c'est mon autre moi, ma voix intérieure, mon ange, mon esprit. Elle qui a cherché à me rejoindre tout ce temps où j'étais schizophrène, elle est avec moi. Je sais maintenant que lorsque je mourrai, elle m'attendra de l'autre côté de la rivière, et nous ne ferons plus qu'un. En attendant, elle était encore dans ma tête, dans mes pensées. Maintenant, je sais que je possède un esprit, et pas qu'un corps de chair. Tout est dit. Cette femme me parlait tout le temps, elle hantait mes pensées jour et nuit. D'après moi, comme Archie n'arrivait pas à me venir en aide, elle a profité de mon coma pour que ce soit moi qui lui vienne en assistance. Elle a inversé la situation afin de reprendre sa place. Il lui aura fallu 43 ans pour reprendre son espace. Elle est mon âme. Depuis mon réveil, depuis ma sortie de mon coma qui a duré quelques mois, j'avais récupéré à une vitesse inespérée. Olivier, l'interne, indiquait même que j'étais un miraculé et que si mon état s'améliore encore de la sorte, je pourrais rapidement quitter l'hôpital. Je fais de l'activité physique tous les jours, tout le temps. Je marche. Au moment où j'écris,
Archie me sourit intérieurement. Mon esprit immatériel possède un visage que je perçois souvent dans mes pensées. Vous devez vous dire que ce manuscrit s'éloigne de la guerre des vieux. Vous avez tort. Jour 130. Sortie forcée de l'hôpital. Il me restait 2 jours avant de sortir de cet hôpital. Il faudra que je me confronte de nouveau à la vie extérieure et tenter de recommencer ma vie. Ce que je n'avais pas pris au sérieux et qui perdurait, c'est cette fameuse coupure électrique. D'après les bruits de couloir, maintenant, ce blackout s'étalerait bien sur tout le pays et peut-être même au monde entier. J'avais été témoin d'une scène bizarre il y a quelques jours. Un géant, un homme comparable à un titan, avait agrippé le bras d'une jeune infirmière et lui avait dit, je cite, « de rester avec le jeune homme à vélo si elle ne voulait pas mourir et revoir son chat ». Je ne me suis pas démonté face à cette force brute. Je me suis interposé. Il m'a repoussé d'une main, il m'a esquissé un léger sourire, et il est reparti en me disant « Bonne chance pour ta nouvelle vie ». Je n'ai pas compris. Cela n'avait pas d'importance. Il avait lâché la belle infirmière aux yeux clairs. C'est tout ce qui comptait. Quand j'ai vu Natalia paniquer entrer dans ma chambre, j'ai compris qu'il y avait un problème. Elle demanda à tout l'étage de quitter nos chambres. J'ai juste eu le temps de m'habiller, de remettre mes chaussures et de suivre le flot de malades qui pouvaient encore s'enfuir. Nous sommes passés par la sortie de l'hôpital, côté cuisine. J'ai profité de l'occasion pour m'emparer d'un couteau en céramique qui traînait sur une table. Une fois tous dehors, des personnes nous ont attaqués. C'était le chaos. Je ne sais pas si c'est lié à mon passé militaire ou à la connaissance de mon dossier médical, mais dans ce moment de panique, Olivier et Natalia m'ont suivi dans ma fuite. Je savais où nous réfugier. Nous allions nous rendre chez Anne. Pardon, je voulais dire, dans la maison que mes parents m'ont léguée. Épilogue. Sur le chemin, je me suis fait cette remarque concernant la guerre des vieux, LGDV. J'avais gagné 3 combats. Premièrement, celui contre la maladie, la schizophrénie. Deuxièmement, celui contre la mort. Ce blackout avait brusquement coupé mon assistance respiratoire. Je n'avais pas passé la rivière pour rejoindre la lumière blanche. Troisièmement, cette coupure électrique avait supprimé l'existence de la loi E70. La guerre des vieux n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Un autre combat était maintenant en cours à l'extérieur. Notre propre survie face à cette coupure électrique. Pour tous, les jeunes comme pour les vieux, la vie est donc un combat sans fin, et ce, jusqu'au dernier souffle. C'est la fin de l'épisode 11 de ce livre 2. Pour vous, pensez-vous qu'il existe une autre vie après la mort ? Croyez-vous aux esprits, aux anges ? Existe-t-il de bons et de mauvais esprits ? Pensez-vous qu'il existe un monde parallèle immatériel ? Savez-vous que le prénom Archie veut dire commandé ? Est-ce que c'est Archie, l'esprit de Netzach, qui commande le corps de chair de Netzach ? Netzach est-il guéri de sa schizophrénie ? A-t-il retrouvé son esprit qu'il nomme Archie ? Ou pensez-vous qu'il a encore un dédoublement de personnalité, qu'il se crée un nouveau monde pour justifier ses actes commis pour le groupe LGDV ? Avez-vous écouté TGBO, la coupure électrique mondiale ? Savez-vous que nous sommes constitués de poudre d'étoiles ? Faites-vous le lien sur le fait qu'il faut étudier les météorites pour connaître nos origines ? Comprenez-vous Martin Heidegger quand il dit « Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir » ? Après avoir écouté ce récit, avez-vous encore peur de la mort ? Il y a de quoi méditer. Le prochain audio, le livre 3, sera un essai philosophique. Le sujet ? Qu'est-ce que la vie ? Ce sera une seule vidéo. Je mettrai sûrement un autre livre audio illustré, le livre 4, sur ma chaîne YouTube Amar B. Un livre sur la voyance, une fiction. En attendant, partagez ces 2 livres et le contenu à venir avec ceux qui aiment la réflexion. À bientôt!